Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat, à suivre ce matin sur notre antenne l'audition de Dominique Baudis, le défenseur des droits par la commission des lois du Sénat. À son arrivée à la tête de cette nouvelle institution, Dominique Baudis s'était fixé plusieurs objectifs, dont celui de faciliter l'accès aux défenseurs des droits en implantant sur tout le territoire français des délégués de cette institution. Alors a-t-il rempli ces objectifs? Eh bien, élément de réponse avec cette audition. Le défenseur, chers amis, mes chers collègues, d'abord je dois excuser Jean-Pierre Sueur qui est retenu dans une autre commission, je ne sais pas comment elle s'appelle, de la sécurité. Délégation pour le renseignement. La délégation pour le renseignement, voilà. Bon. Donc il nous rejoindra en cours de matinée et donc il m'a demandé de présider, et c'est excusé je crois auprès de Dominique Baudis par téléphone, de présider cette réunion. Donc vous le savez, nous recevons ce matin le défenseur des droits qui, depuis sa nomination en juin 2011, est devenu défenseur des droits. Monsieur le défenseur, vous savez que notre commission est traditionnellement attachée à la préservation des droits et des libertés et veiller aussi à son application, à son effectivité. Nous avons reçu, avant la suspension de la session, je crois, le 6 mars, monsieur Delarue, qui nous a fait un bilan de son activité sur la gestion et qui nous a commenté le rapport qu'il avait déposé la veille ou l'avant-veille, je crois, au président de la République. Et aujourd'hui, vous succédera M. Jean-Paul Costa, qui parlera un peu sur le plan européen du respect de ses droits et des libertés, mais aussi, comme je vous le disais à l'instant, et peut-être on peut y revenir, nous avons avec Patrice Gélard et moi-même une petite mission que la Commission des lois nous a donnée pour voir un peu dans quelle voie allait se diriger la Cour européenne, compte tenu, je dirais, d'un assaut, même s'il n'est pas très... enfin quand même, de la Grande-Bretagne, prenant prétexte de certains dysfonctionnements de la Cour, et c'est vrai, d'un retard considérable, pour peut-être mettre en cause un certain nombre. Voilà. Donc là-dessus, vous nous direz également, et vous serez bien entendu informé si vous souhaitez, du rapport et des auditions et des travaux que l'on pourra faire. Donc nous voulons évidemment recueillir votre impression, premières impressions, sur le premier bilan que vous pouvez faire de la nouvelle autorité constitutionnelle que vous présidez. Vous avez pris la succession de 4 autorités administratives indépendantes. Cette manière de faire a donné lieu ici à quelques réserves et quelques discussions. Maintenant, la loi est là, elle doit être appliquée. Et pour le faire, vous êtes assisté d'adjoints que vous avez trouvé, recruté, si j'ose m'exprimer ainsi, de collèges. Et il sera intéressant de savoir pour la Commission comment, après quelques mois d'exercice, vous fonctionnez sur le plan, je dirais, procédural, on peut dire, entre les adjoints et les commissions et les différents sujets maintenant que vous avez à traiter qui sont dans votre compétence d'ombudsman, on peut dire, à la française. Et puis également, une interrogation s'était élevée ici au Parlement, et ici particulièrement, sur les moyens dont vous disposerez, les moyens humains, les moyens matériels pour mener à bien cette mission constitutionnelle. Donc là aussi, vous apporterez certainement à la Commission un certain nombre de précisions et peut-être vous répondrez aux questions du rapporteur de ce budget qui est Madame Pless, que je remercie pour sa présence, comme je vous remercie également tous qui avaient bien voulu assister à cette audition dans une période où nous ne sommes pas tous présents, mais où je vois quand même que la qualité est là, si j'ose dire. Voilà. Donc je vous donne la parole pour le temps qui vous convient, entre 20 et 30 minutes. 20 minutes, c'est bien. Puis après, on pourra passer à des questions de nos collègues. Je vous en prie. Il faut appuyer là-dessus. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les sénatrices, Mesdames, Messieurs, de votre invitation et de votre présence. Je vais, dans le temps qui m'est imparti, Monsieur le Président, essayer de vous dresser un tableau aussi complet que possible de la mise en œuvre, de la construction de cette institution nouvelle du défenseur des droits et de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi organique du mois de mars 2011. Alors, l'institution, tout d'abord, et sa construction. Mon premier souci en prenant mes fonctions a été de sauvegarder
à l'intérieur de l'institution unique la spécificité des 4 missions qui sont explicitement confiées aux défenseurs des droits: médiation avec les services publics, défense des enfants, déontologie de la sécurité, lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Cette sauvegarde de la spécificité des missions s'opère d'une part par la présence, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'adjoints, en l'occurrence d'adjointes, puisque pour ces 3 fonctions, j'ai choisi 3 femmes, parce que j'ai trouvé dans les auditions que j'ai pu conduire 3 personnes qui étaient des personnes de terrain avec une bonne expérience des sujets enfants, discrimination, déontologie. Donc voilà, il y a ce dispositif d'adjointe, créé d'ailleurs par la loi organique et dont les compétences sont définies par la loi organique. Par ailleurs, la spécificité des missions se traduit également par la présence des collèges, également créés par la loi organique, 2 collèges de 8, un collège de 6, là aussi sur les sujets discrimination, déontologie de la sécurité, défense des enfants. Et puis, la sauvegarde de ce qui a été fait depuis 6 ans à la halle, depuis plus de 10 ans à la défense des enfants, se manifeste également par la présence des agents qui travaillaient dans les 4 institutions, les 3 que j'ai cités, plus le médiateur de la République, et les personnes qui travaillaient là sont toujours là, à quelques exceptions près, parce qu'il y a eu quelques départs à la retraite. On pourra vous donner des précisions sur cette évolution des effectifs, mais il n'y a pas eu de perte en ligne, il n'y a pas eu de perte de mémoire, de perte d'expérience. Le défenseur des droits regroupe les agents des 4 autorités administratives indépendantes, de même d'ailleurs que les 4 budgets. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la question des moyens. Elle était tranchée par le législateur. Le défenseur des droits reprend les dossiers qui étaient en cours d'examen dans les 4 structures. Il reprend les agents des 4 structures et il reprend les budgets des 4 structures, à quelques ajustements près liés à la conjoncture, avec voilà, les parts de crédit qui sont gelées. Mais enfin, en cela, on est traité comme l'ensemble des administrations ou des autorités administratives indépendantes. Donc, sauvegarde, c'était mon premier souci. Deuxième objectif, gagner en efficacité grâce au rapprochement des 4 autorités. Effectivement, c'est bien de sauvegarder, mais si on ne fait que sauvegarder, après tout, on pouvait rester dans l'état antérieur. Il fallait valoriser le potentiel de synergie dégagé par le rapprochement. Je vais vous donner des exemples concrets qui vont vous permettre de mesurer à quel point on gagne en efficacité. Le médiateur de la République, par exemple, avait un pôle santé et sécurité des soins pour tout ce qui était médiation entre un patient et un praticien, un patient et un établissement hospitalier, avec un collège de médecins bénévoles qui se réunit régulièrement et beaucoup de dossiers qui sont traités. Donc un pôle d'expertise médicale existait chez le médiateur de la République. Mais évidemment, ni la défense des enfants, ni la déontologie de la sécurité, ni la lutte contre les discriminations n'avaient accès au pôle santé et sécurité des soins. Or, dans ces 3 domaines, sur les enfants, sur une contre-expertise médicale, sur une affaire de déontologie de la sécurité, quelqu'un ayant trouvé la mort ou ayant été blessé dans une opération d'interpellation qui tourne mal, les questions de discrimination pour l'âge, pour l'état de santé, pour le handicap, sur toutes ces questions, évidemment, les avis du pôle santé et sécurité des soins sont précieux dans l'instruction des dossiers. Aujourd'hui, toutes les missions peuvent recourir à ce pôle. Un autre exemple d'efficacité gagnée dans le rapprochement. Le défenseur des enfants, quand il recevait un dossier qui relevait plutôt de la médiation avec les services publics, transmettait ce dossier au médiateur de la République. C'était d'ailleurs prévu par la loi créant l'institution du défenseur des enfants. Bon. Qui dit transmission, dit premier examen du dossier, décision de le transmettre, transmission, examen du dossier par l'autre institution, c'est 1 mois et demi de perdu. Voilà, donc aujourd'hui il y a une seule porte d'entrée, il n'y a pas de réorientation des dossiers d'une structure à l'autre, comme c'était le cas auparavant. Dernier exemple, le réseau territorial. J'ai trouvé 3 réseaux
celui des délégués du médiateur de la République, que la plupart d'entre vous connaissent parce qu'ils sont très présents dans les départements, environ 300 personnes, un réseau de correspondants de la HALD, environ une centaine de personnes, et un réseau correspondant de la défense des enfants, environ trentaine de personnes. Ça signifie que dans plus de la moitié des départements, les 2/3 des départements, il n'y avait pas une personne pour représenter les intérêts supérieurs de l'enfant, la défense des enfants. Et si on voulait atteindre un représentant de cette institution, parfois il fallait aller dans la région voisine. Aujourd'hui, j'ai regroupé les 3 réseaux, ce qui fait un seul et unique réseau de 430 personnes, qui reçoivent le public sur 650 points d'accueil métropole et outre-mer. Et au cours de cette année 2012, on procède région par région à un cycle de formation pour l'ensemble de ces délégués, de façon à ce qu'ils soient capables de juger de la recevabilité d'un dossier que quelqu'un vient leur présenter. Et ce réseau, c'est une force extraordinaire. Je rappelle que ce sont des personnes bénévoles qui sont défrayées à 350 € par mois. Ce sont des personnes bénévoles et ce ne sont pas simplement des personnes de bonne volonté, ce sont des personnes compétentes. Pour la plupart de nouveaux retraités, pour la plupart également issus de la fonction publique, ayant eu en général des niveaux de responsabilité élevés, une très belle expérience professionnelle, et qui, le jour de la retraite arrivé, décident de consacrer bénévolement une part de leur temps à l'intérêt général. Donc c'est extrêmement précieux parce que ça permet d'établir un lien physique, personnel, entre les citoyens, les réclamants et notre institution. On ne travaille pas que sur la base d'échanges de mails et de courriers. Il y a pour au moins la moitié des cas ces rencontres avec les délégués territoriaux. Là aussi, donc, on gagne dans la couverture grâce au rapprochement des 3 réseaux. Au cours de ces 10 mois d'exercice de la fonction, j'ai veillé à mettre en œuvre les moyens juridiques nouveaux que le législateur nous a donnés de façon à mieux faire respecter les droits. Je vais vous donner là aussi quelques exemples. Nous sommes confrontés depuis plusieurs années à la question des procès-verbaux injustifiés, c'est-à-dire des personnes qui, longtemps après avoir vendu leur véhicule, continuent de se voir réclamer le paiement d'amende au titre de ce véhicule qui n'est plus le leur. C'est de l'ordre d'une dizaine de dossiers par jour qui nous arrivaient sur ce sujet. On s'est trouvé un jour avec quelqu'un qui avait engagé une grève de la faim. Il en était à son 50e procès-verbal. Alors évidemment, on connaissait bien cette personne, puisque pour lui, comme pour tant d'autres, on intervenait en permanence pour faire annuler les procès-verbaux. Mais je voyais bien ce qu'il racontait, il était interviewé, il faisait la grève de la faim. Bon. Et il disait, hier matin, j'ai eu une lettre du défenseur des droits me disant le PV numéro tant est annulé, mais dans le même courrier. J'avais une lettre me réclamant à nouveau un autre procès-verbal, il dit ça finira jamais. Bon. Avec les moyens qui étaient ceux du médiateur auparavant, on ne pouvait pas aller plus loin. Il aurait fallu continuer PV par PV à faire annuler. Là, j'ai utilisé le pouvoir d'injonction qui nous a été donné par la loi organique. Et j'ai fait injonction à la ministre du Budget et au garde des Sceaux de mettre fin désormais à toute poursuite à l'encontre de ce monsieur au titre de ce véhicule qui n'est plus le leur et le sien depuis 4 ans. Et avec un délai de 48 heures. Et dans les 48 heures, j'ai reçu de Mme Pécresse, de M. Mercier, une lettre disant bon, très bien, donc nous donnons les instructions nécessaires. Nous avons également utilisé un pouvoir important qui nous a été donné par le législateur, c'est-à-dire la capacité de procéder à des vérifications sur place, dans des locaux publics ou privés. Et on l'a fait notamment à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, et en cela on rejoint les problématiques que vous évoquerez tout à l'heure avec M. Costa, suite à l'arrêt Popov
rendu au mois de janvier. Popov contre France. Popov étant une famille d'Azerbaïdjan, je crois, enfin d'Asie centrale, qui avait été en centre de rétention administrative pendant quelques jours, avec leurs enfants, mineurs, dont certains en bas âge. Ces personnes avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Le médiateur de la République avait la responsabilité d'un suivi des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, à ce titre, le défenseur des droits doit l'exercer. Et à partir de cet arrêt, j'ai demandé à ce que, à chaque fois que la présence de mineurs dans un centre de rétention administrative nous était signalée, en général par les associations, nous nous rendions sur place pour le vérifier. Et donc, en l'espace de 3 semaines ou 1 mois, on a procédé à plus d'une dizaine de vérifications à Lyon, à Metz, à Rouen, au Mesnil-Amelot, lorsque nous étions alertés sur la situation. Dans chaque cas, on a constaté effectivement la présence de mineurs, parfois des nouveau-nés âgés de quelques semaines. À chaque fois, j'ai alerté le ministère de l'Intérieur et à chaque fois, une solution d'hébergement d'urgence a été trouvée dans l'attente du moment où ces personnes seraient raccompagnées à la frontière. Ce pouvoir de vérification sur place, les défenseurs des enfants ne l'avaient pas. Et d'ailleurs, je rencontre souvent Mme Versini, Mme Brisset, qui me disent ah ben, nous, plusieurs fois, on nous signalait la présence d'un bébé dans un commissariat, on voulait y aller, on n'avait pas le droit d'entrer. Aujourd'hui, on peut vérifier, ce qui évidemment donne davantage de poids à notre intervention, puisqu'on n'intervient pas sur des hypothèses. Concernant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que cela fait partie également de nos prérogatives, nous serons amenés parfois à déposer des observations à l'occasion d'un recours qui peut être introduit auprès de la CEDH. Je suis allé à Strasbourg il y a une dizaine de jours pour rencontrer le nouveau président, qui est un Britannique, comme vous le savez. J'ai vu le juge français, M. Potowski, et notre collège, enfin l'ensemble des 3 collèges que j'ai réunis récemment, a entendu M. Costa sur ces problématiques de relations complexes entre notre droit interne et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, avec parfois des contradictions entre les arrêts de la Cour de cassation et ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vois le sénateur Gélard qui approuve. C'était une matière juridique complexe. Je serais donc très très intéressé d'ailleurs par l'échange que vous aurez tout à l'heure. Dernier point, j'ai veillé à ce que nous agissions bien sur toute la gamme des moyens qui nous sont donnés. Nous avons 4 missions, mais nous avons 3 modes d'intervention. Le premier, c'est le principal, et évidemment, c'est le traitement des réclamations. On est sur environ 100 000 personnes chaque année qui s'adressent à nous. Alors, sur différents sujets, hein, médiation, enfants, discrimination, souvent d'ailleurs des questions transversales. Je cite souvent comme exemple de l'utilité du rapprochement une famille dont le jeune fils, et c'est pas une histoire imaginaire, je l'ai trouvé, et on la voit souvent, et vous en connaissez tous dans vos départements, une famille dont le fils souffre de handicap, se déplace en fauteuil, cette famille rencontre des difficultés pour l'inscrire dans un établissement d'enseignement. Il y a 3 manières de résoudre le problème. Cette famille pouvait aller chez le médiateur en demandant qu'on aplanisse sa difficulté, elle pouvait demander à la défenseur des enfants d'intervenir puisque c'est un mineur, elle pouvait demander à la HAL de se saisir du dossier puisqu'il souffre de handicap et donc d'une discrimination. Voilà, au lieu de se demander par quelle porte entrer, éventuellement d'ailleurs par les 3, ce que faisaient beaucoup de gens, là il y a une porte d'entrée unique. Et puis, on essaye de résoudre le problème au mieux. Donc, les dossiers, c'est l'essentiel de notre activité. Mais nous avons encore 2 modes d'intervention. D'une part, la promotion des droits et de l'égalité, c'est-à-dire faire du préventif, observer les situations,
rechercher les meilleures solutions, diffuser les bonnes pratiques parmi les acteurs de l'accès à l'emploi, du déroulement de carrière, de l'accès au logement. Un exemple, nous allons, et je crois que ce sera un document important, nous allons publier la semaine prochaine un guide pratique de mesure de la diversité dans l'entreprise, guide pratique que nous avons élaboré avec la CNIL, pour essayer de sortir du problème dans lequel se trouvent les chefs d'entreprise ou les DRH des grandes entreprises. On nous demande d'introduire de la diversité dans l'entreprise, mais on nous interdit de la mesurer. Et donc, on ne fait rien, puisqu'on ne peut pas compter. Bon. D'autres disent, bah, si on veut faire à tout prix, et ils se lancent parfois dans des procédures qui peuvent être hasardeuses sur le plan juridique. Avec ce guide pratique établi avec la CNIL, les responsables du recrutement et du déroulement de carrière pourront mesurer la diversité dans leur entreprise, mais dans le cadre de règles qui ne pourront, qui ne pourront jamais se voir reprocher quoi que ce soit. Ce sont des procédures validées par la CNIL. Enfin, proposition de réforme. C'est un département qui est dirigé par Mme Martine Tipsit, qui est ici. Elle a été entendue récemment par le président de la Commission. Je ne vais pas les énoncer, puisqu'on a plusieurs réformes plusieurs projets de réforme qui ont été adressés au président des assemblées. Certaines ont été votées. Il y a un texte, par exemple, que nous avions proposé, qui a fait l'objet d'une proposition de loi à l'Assemblée sur la question du délai de prescription pour les incitations à la haine ou à la discrimination. Et les délais de prescription n'étaient pas les mêmes selon qu'il s'agisse, par exemple, d'appel à la discrimination pour des raisons d'origine ou pour des raisons d'homophobie. Donc on avait souhaité, ça a été voté par l'Assemblée, l'alignement des délais de prescription, et je crois que cette proposition est à l'heure actuelle transmise au Sénat. Je ne sais pas si votre commission en a eu connaissance. Voilà, on a cette activité de proposition de réforme. J'ai fait une proposition également au moment de la journée mondiale contre le sida, en demandant à ce qu'il soit mis fin à un dispositif discriminatoire qui écarte systématiquement les homosexuels hommes du don du sang. Alors, c'est une disposition qui avait été prise au début des années 80, au début de la pandémie. On pouvait comprendre que, dans l'ignorance, le brouillard dans lequel on était à l'époque, on ait pris des mesures de cette nature, mais aujourd'hui, avec le recul, on sait bien que le risque n'est pas lié à l'orientation sexuelle, mais simplement au fait de savoir si les gens ont une conduite responsable, protégée ou pas. Donc voilà, ce sont des propositions que nous pouvons faire, mais ensuite, évidemment, après, c'est soit le pouvoir exécutif, soit le Parlement qui en dispose. Voilà, j'étais un peu trop long, Monsieur le Président. Désolé, mais je voulais être aussi complet. Merci beaucoup. Dans un temps relativement bref. Donc je pense qu'on va demander à nos collègues qui veulent poser des questions. Peut-être Madame Claes voudra commencer. Vous serez d'accord, puisqu'elle doit nous quitter vers 10h30. Donc on peut lui donner la parole d'abord, vous pourrez lui répondre, et puis après on fera un petit tour, on rassemblera les questions. Vous êtes d'accord? Vas-y, Virginie. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas être trop longue, effectivement, pour laisser aussi tous mes collègues poser des questions, d'autant que vos services et les services de la Commission des lois sont en train de travailler pour trouver d'autres moments de rendez-vous pour parler effectivement de programmation budgétaire. J'avais posé déjà effectivement un certain nombre de questions. Toutes n'ont pas de réponse, mais toutes n'en auront pas non plus aujourd'hui. C'est normal puisque j'ai appris ce matin notamment que vous travailliez sur les indicateurs d'évaluation. Donc je ne vous poserai pas la question aujourd'hui. J'attendrai un petit peu. Peut-être quand même pouvez-vous nous dire un petit peu où vous pensez en être en matière d'image et de connaissance du grand public de cette nouvelle institution depuis les quelques mois qui sont passés aussi depuis sa création. En matière de locaux, je suppose que les choses n'ont pas beaucoup bougé, mais j'aurai, je pense, l'occasion de me rendre sur place pour voir vraiment de visu comment ça se passe.
En matière de personnel aussi et d'intégration des différents statuts de l'ensemble du personnel, je ne sais pas si les choses ont déjà beaucoup évolué ou si vous avez encore besoin de quelques mois pour nous répondre. J'avais peut-être des questions peut-être un peu plus ciblées pour aujourd'hui. Avez-vous été saisi ou vous êtes-vous intéressé de cette question qui semble faire un peu débat aujourd'hui autour des tests biologiques osseux pour déterminer l'âge des enfants? Des conditions dans lesquelles ces tests sont réalisés, surtout interprétés, et de l'utilisation du coup qui est faite d'une donnée biologique, statistique à des fins juridiques de droit des jeunes concernés. Et de la même façon, vous êtes-vous intéressé à cet autre dossier qui a surgi depuis peu, la constitution d'un fichier des personnes qui contesteraient les PV, justement, puisque vous venez de nous parler de PV. Voilà, puis je m'arrêterai là pour laisser mes collègues poser leurs questions. Merci, vous pouvez peut-être répondre. Madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci de votre présence. Je sais que vous devez partir très rapidement, donc je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. La question des locaux. Quand j'ai pris mes fonctions au mois de juin, je trouvais 4 institutions qui étaient chacune chez elles. Donc la HALD, rue Saint-Georges, le Médiateur de la République, rue Saint-Florentin, la Défense des enfants, boulevard Blanqui, la Commission déontologie de la sécurité, la Tour Maubourg. 2 sites, Florentin et la HALD, qui étaient d'ailleurs les 2 sites principaux. Nous ne pouvons pas en partir avant 2014, date de la fin du bail. Voilà. C'était sous un régime de bail privé, bail de 9 ans, pas de possibilité de le dénoncer. Voilà, j'ai demandé évidemment à France Domaine si par hasard il pourrait trouver une institution qui pouvait aller là pour 2 ans. Évidemment, on n'a pas trouvé de substitut. Donc, on est coincé sur ces 2 sites jusqu'en 2014. En revanche, les 2 autres, on pouvait dénoncer le bail avec 6 mois de préavis. Donc, on a sur un des 2 sites, Saint-Georges, loué quelques surfaces supplémentaires de façon à pouvoir fermer les 2 autres sites. Donc, à partir du mois de... c'est en cours de déménagement, disons au printemps, nous serons passés de 4 sites à 2 sites et avec une diminution en surface de l'ordre de 500 mètres carrés. Et évidemment, un coût qui se fera sentir simplement l'année prochaine, parce que cette année, il y a les frais de déménagement et d'installation, mais un coût moindre en termes d'installation. Et puis, l'objectif, évidemment, en 2015, c'est d'aller en un seul et même lieu. Évidemment, de faire le rapprochement de plusieurs institutions, mais quand elles ne sont pas sur le même site, ce n'est pas très facile. Donc, j'ai hâte, évidemment, qu'on puisse aller en un seul et même lieu. Il est question d'aller dans la grande opération Ségur, qui est conduite par le secrétaire général du gouvernement, mais il y aura un côté Ségur et un côté place de Fontenoy, derrière l'école militaire, où seraient logées des autorités administratives indépendantes, défenseurs des droits et CNIL. Voilà, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille. La communication. J'ai pas voulu lancer des opérations, des actions de communication prématurées, parce qu'il fallait d'abord que l'institution se mette vraiment en mode de fonctionnement. Toute opération de communication peut se traduire par une augmentation du nombre des dossiers. Je ne voulais pas risquer la saturation dans une période qui était délicate, puisqu'il fallait à la fois construire l'institution nouvelle, construire un nouvel organigramme, dans le dialogue avec les agents et avec les représentants syndicaux, dans un excellent climat sur le plan social d'ailleurs, et avec une très forte adhésion des agents, des collaborateurs au processus de rapprochement. Alors évidemment, vous pouvez l'imaginer, durant la période d'incertitude avant le vote de la réforme, il y avait au contraire une réaction plutôt d'hostilité à l'idée du rapprochement. Une fois que le cap a été franchi, au contraire, on a vu une dynamique très positive, avec par exemple, je donne ce chiffre, au moment du vote pour l'élection des instances paritaires, un niveau de participation de combien, M. Machard? La participation aux élections 70%. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'administration, on observe un taux de participation de 70% aux élections. Luc Machard, directeur général des services, travaille en ce moment à la construction du cadre d'emploi,
en dialogue avec les représentants syndicaux, et puis compte tenu des contraintes, le problème principal étant que ces 4 structures avaient des systèmes de rémunération très différents. Certaines avaient des primes, d'autres n'avaient pas de primes, certaines avaient le ticket restaurant, d'autres ne l'avaient pas, certaines avaient des systèmes de pointage pour la mesure de présence, d'autres ne l'avaient pas. Enfin, bon, vous ne pouvez pas imaginer plus grande disparité. Il a fallu, voilà, aussi bien sur l'organisation du temps de travail que sur les questions de rémunération et de primes, arriver dans une enveloppe budgétaire contrainte à harmoniser. Alors, tout ne se fera pas la première année, voilà, mais on fait converger vers le haut, parce qu'on ne pourra pas garder indéfiniment dans un même bureau des personnes qui ont une formation équivalente, une ancienneté identique, qui font le même travail avec 30% d'écart de rémunération. Et dès lors que, et ça c'est toute la synergie, on mélange les gens, ils sont plus chacun chez eux, ben forcément les disparités apparaissent et il faudra régler ça aussi vite que possible. Luc Machard y travaille. Donc j'en reviens à la communication, j'ai pas voulu d'action prématurée. On vient de faire une première opération sur la région parisienne, sur le réseau Métrobus, une communication qui est basée non pas sur des promesses, sur des concepts théoriques, mais sur des résultats et sur des cas concrets. Et le message, c'est pas le nôtre, c'est celui du citoyen qui a fait appel à l'institution et dont on a pu résoudre le problème. Et il le dit lui-même. Voilà. Donc c'est sur cette communication des personnes, par exemple la personne des PV, voilà, et qui dit je croyais devenir fou, bon, voilà, mon problème a été résolu, puis on explique l'histoire. Et maintenant je vais essayer, pour des raisons d'économie, de développer des partenariats avec des collectivités territoriales, beaucoup d'élus locaux parmi vous, voilà, c'est un appel aussi que je vous lance, pour avoir en partenariat avec une commune, un département, une région, une action de communication de proximité indiquant notamment où se trouvent les permanences des délégués du défenseur des droits, dans quelle mairie annexe, dans quelle maison de la justice et du droit, dans quel local associatif, à quelles heures, de façon à ce que voilà, les gens sachent comment venir vers nous. Et je crois que c'est un partenariat qui est dans l'intérêt des deux parties, à la fois de la collectivité et de l'institution du défenseur des droits. La question des tests osseux, Mme Clèche, je ne pourrais pas vous répondre sur le fond. Si l'adjointe défense des enfants était là, elle vous dirait probablement où on en est de nos réflexions. Je sais que c'est considéré comme un test peu fiable, en tout cas qu'il laisse une très grande marge de l'ordre de 3 ans d'erreur d'appréciation sur le fait de savoir s'il s'agit ou pas d'un mineur. J'en ai parlé d'ailleurs récemment dans votre département, puisque j'ai rencontré le président du Conseil général qui m'a demandé de venir voir son dispositif mineur isolé étranger, qui est un dispositif très développé, puisque vous êtes le 3e département de France, hein, après Paris et la Seine-Saint-Denis, pour le nombre de mineurs. Donc j'ai beaucoup parlé de ces questions avec lui. Je ne peux pas vous donner une position tranchée. Bon, je sais qu'il y a un problème, et notamment d'incertitude autour de ce test. Les fichiers des personnes qui présentent des réclamations sur les PV, je ne suis pas compétent pour vous dire que si ça pose un problème du point de vue juridique, là on est pleinement dans les compétences de la CNIL. Ça c'est vraiment un sujet CNIL. Et bon, je veille quand même à pas empiéter sur les... Alors on peut produire avec la CNIL, par exemple, je vous disais, un travail en commun, hein, mais en revanche, me substituer à elle pour juger de la pertinence ou pas. On en a eu, M. Senghor, des échanges là-dessus? Non. On est en relation avec eux, puisqu'en principe, on va vivre ensemble à partir de 2015, mais on n'a pas eu sur ce sujet. J'ai oublié, je vous prie de m'excuser, de vous remercier, puisqu'on bénéficie du concours très précieux d'un administrateur ici de la Commission, M. Léniche, qui est venu chez nous. Il reviendra au Sénat, j'en suis convaincu, mais il est venu chez nous. J'apprécie beaucoup son efficacité, sa compétence et sa motivation, d'autant plus que voilà, il avait suivi le processus
d'élaboration de l'institution. Et merci encore de m'avoir permis de venir chez nous. Merci pour vos réponses. Alors, Monsieur Gélard, Madame Borvo, Monsieur Zocchetto, Monsieur Kaltenbach, Monsieur Mézard, Monsieur Le Cerf. Voilà. Et puis après, on verra. Après. Deuxième phase. Monsieur le défenseur des droits, c'est un plaisir de vous revoir au Sénat. Justement, je commençais à m'inquiéter de ne pas vous voir parce que je sais à quel point c'était difficile de remettre en place l'institution que vous présidez. Néanmoins, j'ai quelques interrogations à vous soumettre. La première, est-ce que vous êtes satisfait du travail que le Sénat avait réalisé en rédigeant la loi organique, puisque c'est notre œuvre en réalité, et non pas l'œuvre gouvernementale à l'époque? D'abord la révision constitutionnelle. Oui, d'abord, mais ensuite la loi organique. Et est-ce que vous êtes satisfait des textes qui vous régissent ou est-ce que vous estimez qu'ils doivent être corrigés? Premier point. Deuxième point, vous avez longuement parlé tout à l'heure de la communication, répondant à Mme Claes. Je suis un peu sur la réserve là, parce que je trouve que la lisibilité du défenseur des droits n'est pas très bien ressentie encore, qu'il y a un effort à faire. On connaissait le défenseur des enfants, on connaissait pas la déontologie, ça c'était très mal connu. On connaissait la HALD, grâce à une publicité extraordinaire faite sur des radios périphériques, mais on connaissait assez bien le médiateur, parce que votre prédécesseur, dans cette fonction, savait faire de la publicité. Là, il y a un peu un manque, à mon avis, qu'il va falloir combler, parce que, évidemment, je comprends votre crainte de voir le nombre des requêtes s'élever considérablement, mais je crois tout de même que le défenseur des droits doit prendre sa place pleine et entière dans l'édifice institutionnel qui est le nôtre. Alors, ensuite, j'ai quelques petites interrogations de détail. Je ne suis pas convaincu que les réseaux ont fonctionné tout de suite très bien. Un exemple, j'ai été amené à écrire au défenseur des droits par l'intermédiaire du délégué local et je n'ai jamais eu de réponse. Alors ça me gêne. J'ai eu une réponse sur l'une des demandes que j'ai faites, mais pas sur une autre. Même si c'est un simple accusé de réception, je pense que c'est utile pour savoir si c'est bien parvenu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, j'ai appris que le médiateur de la République avait un réseau au sein des établissements de détention. Et il semblerait que ce réseau soit interrompu. Non? Bon, alors très bien. Et une dernière petite question. L'ACADA n'est toujours rattaché nulle part. Et d'autre part, nous avons Monsieur Delarue qui terminera ses fonctions dans un proche avenir. Je voudrais savoir si le défenseur des droits estime qu'il y a peut-être lieu d'absorber ces institutions le moment venu, ou au contraire qu'elles gardent leur indépendance, ou en ce qui concerne la CADA, qu'elles soient rattachées à la CNIL. Merci, M. Gélard. Peut-être que vous pourriez répondre à M. Gélard isolément, puisqu'il a été rapporteur de l'organique, qu'il a plusieurs questions, et qu'ensuite, je pense que nos collègues auront une seule question. Tout à fait d'accord, bien sûr. Mais, écoutez, très heureux de venir devant la commission à la suite de cette invitation. J'étais déjà venu au Sénat depuis mon entrée en fonction pour une réunion de travail avec Mme Claes et pour une rencontre également avec le président Sueur. Mais alors, moi, je suis preneur, aussi bien d'ailleurs ici au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, de toute rencontre avec les parlementaires, bien sûr. Commission des lois en priorité, commission des finances sur la gestion de l'institution, je ne demande que ça. La loi organique, je ne vais pas dire ça par flagornerie, mais je trouve qu'elle est bonne. De toute façon, voilà, mon rôle, c'est d'appliquer cette loi. J'essaye d'être fidèle aussi bien à la lettre qu'à l'esprit du texte. Un exemple, le texte dit 3 adjoints, tout en ouvrant la possibilité d'adjoints supplémentaires. J'ai préféré m'en tenir aux 3 adjoints pour être aussi proche que possible de l'architecture qui a été dessinée par le Parlement. Et je dis bien le Parlement, parce que je sais bien que ce texte, en raison justement des inquiétudes suscitées par ce rapprochement, a fait l'objet de beaucoup de navettes, de beaucoup de modifications, d'un travail très intense de la part de beaucoup de parlementaires très impliqués. Et je pense que c'est un texte voilà, qui va nous permettre de donner une pleine efficacité dans l'accès aux droits des citoyens
grâce à cette institution nouvelle. Alors aujourd'hui, on travaille plutôt sur la question des décrets, notamment concernant notre pouvoir de proposition de réforme. Il y a un projet de décret en ce moment entre Matignon et la chancellerie, mais franchement, le dispositif législatif, on l'a fait fonctionner sans aucune difficulté. Et si vous me disiez, mais est-ce qu'on pourrait modifier ceci ou cela, je ne pourrais même pas vous dire, oui, il y a quand même une difficulté qui vient. Voilà, on n'a pas identifié. Je me tourne vers Richard Senghor, qui est le secrétaire général de l'institution. Non, je confirme, monsieur. D'accord. Difficulté dans le fonctionnement. Oui. Dans le domaine nouveau qui est le vôtre, c'est-à-dire des rapports exclusivement privés. Par exemple, entre employeurs et salariés, oui. ça c'est nouveau par rapport au médiateur. Oui, mais pas par rapport à la Halle. Pas par rapport à la Halle. Par rapport à la Halle. Oui, mais... Écoutez, à la réflexion, il y a une seule chose, mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Et on essaye d'y voir clair. On va peut-être demander au Conseil d'État une interprétation. On peut, par exemple, dans une affaire de déontologie de la sécurité, si le juge pénal est saisi, un juge d'instruction instruit le dossier, on peut lui demander communication du dossier, il ne peut pas nous opposer le secret de l'instruction. C'est dit dans le texte. Mais en même temps, on ne dit pas qu'il est tenu de nous le donner. C'est-à-dire qu'au fond, il peut nous le refuser, il suffit qu'il ne motive pas son refus par le secret de l'instruction. Ce qui est quand même... voilà. C'est la seule ambiguïté après 8 mois d'expérience, on ait décelé dans le dispositif. Oui, dans les faits, ça ne nous pose pas de problème parce que voilà, les échanges sont très fluides avec l'autorité judiciaire. Monsieur le sénateur, sur la question de la lisibilité, enfin, ou de la visibilité, évoquée également par Mme Claes, moi, j'accepte tout à fait le reproche, et ce reproche va m'aider, parce que je suppose que ça figurera au procès-verbal. Si je suis, comment dirais-je, si j'agis avec une certaine tempérance dans ce domaine, pendant quelques mois, c'était pour ne pas être submergé par une vague de dossiers. Aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de les traiter. La seconde raison, c'est que lisant les débats, notamment en commission, au sujet des autorités administratives précédentes, bon, j'ai vu que parfois les dépenses de communication avaient été jugées excessives. Bon. Donc, voilà, je n'engage ces dépenses de communication que d'une main tremblante. Bon, d'autant plus qu'on est dans une période qui n'est pas une période de facilité sur le plan budgétaire. Mais ce que vous me dites, ce que me dit votre collègue d'Ille-et-Vilaine, voilà, je vais me sentir plus à l'aise. Je ne vais pas lancer des campagnes avec un coût faramineux, mais c'est vrai que, par exemple, on pourrait prendre, notamment dans la presse quotidienne régionale, on pourrait prendre de temps en temps une demi-page pour présenter l'institution. Bon, mais voilà, j'essaye de trouver des espaces de communication gratuits. C'est pour ça que je parlais de partenariat avec les collectivités locales. Mais je pense aussi qu'il faudra qu'on prenne un peu de communication payante, parce que sinon, on aura du mal. Au mois de juillet, juste après mon entrée en fonction, j'avais demandé une enquête d'opinion au SIG, service d'information du gouvernement qui fait des enquêtes sur la notoriété de l'institution. En gros, ça donnait 50% des Français, enfin des personnes interrogées, n'en avaient pas entendu parler. 25% en avaient entendu parler, mais ne savaient pas ce que c'était. Et 25% en avaient entendu parler et estimaient savoir ce que c'était. Bon, voilà, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours positif et ça donne des marges de progression. Parce qu'au même moment, dans la même enquête, évidemment, le médiateur de la République ou la Halle, il bénéficiait de 60 à 70% de notoriété. Bon. Donc, des institutions qui ont disparu sont plus connues, encore maintenant, qu'une institution qui vient d'apparaître. Bon. Il faudra 1 an, 2 ans pour que progressivement tout ça s'installe dans l'esprit du public. Mais je tiens compte de ce que vous me dites. Moi, ça me libère d'une certaine manière. Et je vais demander à M. Machat d'inscrire quelques crédits supplémentaires en communication. Et si dans le programme, là, les responsables du programme nous demandent pourquoi on augmente cette ligne, on dira que c'est pour suivre l'avis du Parlement. Le réseau. Désolé si vous avez eu des démarches sans réponse.
On va relancer les délégués de votre département. Bon, il y a eu quelques mois de flottement. Bon, j'ai tout de suite, en prenant mes fonctions, dit à l'ensemble des délégués des 3 réseaux, vous êtes confirmés, continuez, etc. Mais bon, il y a eu un peu de flottement. Ils ne savaient pas si chacun devait continuer dans son domaine, s'il devait se rapprocher. Bon. Maintenant, en principe, ça devrait à nouveau bien fonctionner. C'est quand même un réseau qui rend énormément de services. Plus de la moitié des dossiers de médiation sont traités sur le terrain. Si tout ce qui était traité par les délégués territoriaux devait remonter à Paris, on ne pourrait pas les traiter à effectif constant. Mais je vais regarder de près ce qui s'est passé chez vous. Les prisons, on continue. On a 160 délégués qui vont dans les prisons. Et tous les établissements pénitentiaires reçoivent la visite de délégués du Défenseur des droits. Hier, c'était ceux du Médiateur de la République, maintenant Défenseur des droits. Donc certains, par exemple, qui étaient correspondants de la Halle, peuvent venir aussi faire de la médiation en prison. Je suis allé dans plusieurs établissements et j'ai mesuré le travail extraordinaire qu'ils font parce que ils arrivent vraiment à résoudre beaucoup de problèmes en médiation entre l'accès au droit. Ils sont souvent une sorte de médiateur entre un détenu et l'administration pénitentiaire, et puis le problème des relations avec les administrations à l'extérieur. C'est déjà pas facile pour celui qui est en liberté de régler ses problèmes de retraite, ceci ou cela. Celui qui est en prison, c'est encore plus difficile. Et d'ailleurs, on voit bien le pourcentage de saisines venant de la population pénitentiaire est 50 fois plus élevé que le pourcentage de la population ordinaire. Donc, oui, le dispositif est maintenu, on y tient beaucoup. Ça se passe très bien avec l'administration pénitentiaire, ils considèrent que c'est une aide pour eux, et ça se passe très bien avec les détenus. Donc maintenant, il y a une couverture générale. CADA, contrôle général des lieux de privation de liberté, monsieur le sénateur, je vous renvoie la question. La décision appartient au Parlement. Je sais bien qu'à l'occasion des débats, ces hypothèses ont été évoquées. Dans votre rapport, vous avez même dessiné un périmètre encore plus large. CADA, CNIL. La décision ne nous appartient pas et formuler une opinion serait d'une certaine manière prendre position dans un débat qui appartient complètement aux parlementaires. Pour vous résumer ma pensée, mais sans désigner telle ou telle institution, je pense que si nous réussissons dans notre mission, ça va générer une dynamique de regroupement. Peut-être pas forcément d'extension de notre propre périmètre, mais de rapprochement d'autres institutions. Donc voilà, en matière de gouvernance, ce que nous faisons est une sorte de laboratoire. Et je crois que si on réussit, il peut y avoir d'autres opérations de regroupement, pas forcément autour de nous d'ailleurs, autour d'autres pôles, sur d'autres sujets, pour réduire le nombre effectivement trop élevé d'autorités administratives indépendantes dont qu'on n'arrive même plus à identifier. Merci. Alors on peut, Madame Borvo. Merci. Oui, j'avais aussi une question sur la visibilité. Vous avez répondu, vous nous avez dit, mais moi je voulais la poser un peu autrement, c'est-à-dire, certes, vous avez des pouvoirs que n'avaient pas les autorités auparavant, mais c'est vrai que les autorités s'étaient fait une notoriété sur leur spécialité. Donc c'est évident que, bon, pour le commun de nos concitoyens, les autorités n'existaient sans doute pas pour l'ensemble de nos concitoyens, mais elles existaient pour des populations plus précises. Et donc vous avez besoin de faire valoir que justement vous intéressez, disons, un spectre plus large, et que vous remplacez les particularités des autorités. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de... Sinon, votre rôle risque de se restreindre simplement par méconnaissance du plus grand nombre.
Voilà. Alors moi, je vais vous poser une question qui n'est pas du tout perfide. Vous savez que je n'ai pas été favorable à la fusion des autorités, mais bon, nous parlons au présent maintenant. Mais ma question n'est pas du tout perfide, mais néanmoins importante. Est-ce que vous n'en avez pas parlé justement de la commission de déontologie de la sécurité? Et est-ce que vous avez été saisi de dossiers qui relevaient de cette autorité? Et précisément, parce que c'était la question, est-ce que vous avez exercé votre pouvoir d'injonction? Merci Madame Borgo. Monsieur Kaltenbach. Oui. Donc, bonjour Monsieur le défenseur des droits. Moi j'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur la diversité dans l'entreprise et le travail que vous avez mené avec la CNIL pour pouvoir mesurer cette diversité. Parce que c'est vrai qu'en matière de discrimination, en France, on est souvent bloqué par une vision qu'on n'a pas de la statistique des populations concernées. Et je pense notamment à l'accès au logement, puisque dans mon département, nous avons une affaire de discrimination avec un administrateur qui a tenu des propos, un article 40, des associations qui ont saisi la justice. Mais la difficulté principale, ça va être de mesurer la réalité ou non de la discrimination. Alors la presse, elle, a utilisé en fait la consonance des noms. Hein. Il y a eu des articles dans la presse avec des journalistes de Mediapart, pour ne pas le citer, qui ont mesuré en fait la discrimination en tenant compte de la consonance des noms. Et donc se sont livrés à des études statistiques. Mais on en voit quand même les limites. Hein. C'est pas à la presse d'établir ce type de comptage. Et donc, sur la base de ce que vous avez eu comme expérience pour la mesure de cette diversité dans l'entreprise, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des moyens de généraliser un petit peu cette expérience et d'avoir un outil qui permette de mesurer la diversité et la discrimination? Là, je prends l'exemple de l'accès au logement, parce que nous y sommes confrontés, mais je crois qu'on est vraiment bloqué dans cette lutte contre les discriminations par le peu de possibilités qu'on a d'avoir un outil fiable pour mesurer vraiment s'il y a discrimination ou pas. Et puis ensuite, vous avez parlé de la communication. Donc je pense en effet qu'il faut développer la communication de l'institution. Et en effet, s'appuyer aussi sur les villes. Moi, je suis maire d'une ville de 50 000 habitants. On est toujours preneur d'informations dans le bulletin municipal si l'information est pratique pour nos concitoyens. On le fait régulièrement pour informer de changements d'horaire de bus pour la RATP, d'horaire d'ouverture des bureaux de poste, d'informations venant du commissariat. On pourrait tout à fait le faire également si les informations sont pratiques, avec les coordonnées des personnes à contacter et une explication simple pour que nos concitoyens puissent facilement comprendre dans quel cadre ils peuvent saisir le défenseur des droits et en s'adressant à quelle personne simplement. Et je crois que ça permettrait de bien diffuser aussi l'information. Merci, Monsieur le Président Mézard. Je remercie M. Kaltenbach, j'avais cette idée en tête, c'est que vous pourriez quand même vous adresser à toutes les collectivités territoriales, régions, départements, une grande ville, ont tous des bulletins, tous. Et je ne pense pas qu'ils refuseraient d'avoir un article, un interview du médiateur, peut-être que vous pourriez faire un peu pour tout le monde, j'en sais rien. Et puis, localement, mais tout à fait. Et en fait, c'est une proposition que nous avons faite à l'AMF. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs associations d'élus. Président Mézard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le défenseur des droits, moi, personnellement, j'ai été favorable au principe de la fusion de plusieurs autorités, mais pas de l'absorption du CNDS, pour des raisons que j'avais exposées. Et rebondissant sur la question de la présidente Borvo, je souhaitais savoir quelle était votre vision de l'évolution du travail du défenseur des droits par rapport à ces questions de déontologie et de sécurité, parce que ça me paraît au niveau des principes extrêmement important. Donc je souhaitais savoir quelle était votre vision personnelle. Et puis, deuxième observation, sur le périmètre, j'ai pu constater encore récemment, encore la semaine dernière, qu'il y a un problème de périmètre avec les conciliateurs de justice qui
dans un souci positif, hein, avec beaucoup de bonne volonté, finalement, assez souvent, empiète sur ce qu'est le travail du défenseur des droits sur le terrain. Et je souhaitais savoir si vous aviez envisagé une concertation avec le ministère de la Justice là-dessus. Merci. Alors, monsieur Le Cerf, monsieur Bas. Oui, monsieur le défenseur des droits, je souhaiterais revenir sur une question qui a déjà été posée par Patrice Gélard, mais en l'élargissant un peu, qui concerne effectivement le monde carcéral. Vous nous avez dit que il n'y avait pas de changement au niveau des délégués, des anciens délégués du médiateur dans les établissements pénitentiaires. Bon, moi, si je n'ai pas constaté de changement au niveau des délégués dans les préfectures, moi qui visite souvent les établissements pénitentiaires, j'ai été confronté récemment effectivement à soit la disparition, le délégué ne vient plus, soit à une certaine forme de caractère orphelin. Il se demandait un peu effectivement de qui il dépendait. Il est peut-être utile de les, non pas de les reprendre en main, mais de rassurer un peu ces différentes personnes. Vous nous disiez d'autre part que les choses se passaient bien avec l'administration pénitentiaire. Alors je ne sais pas si ça me rassure ou si ça m'inquiète, si vous voulez. Je constate que pour le travail du contrôleur général des lieux de privation de liberté, ça ne se passe pas très bien et qu'il y a une résistance de l'administration pénitentiaire, ne serait-ce qu'à sa saisine par les personnes détenues. Mais c'est vrai que les compétences sont différentes et les interventions de vos représentants sont plutôt des interventions qui font baisser la pression, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on peut comprendre que la pénitentiaire ait peut-être une appréhension différente. Ce qui m'intéressait aussi, et moi c'était une des raisons pour lesquelles j'étais favorable au regroupement des institutions, y compris de la CNDS, c'est que je constatais que le travail de la CNDS était assez remarquable, mais que l'efficacité de son travail l'était beaucoup moins. Et qu'il arrivait notamment que dans des hypothèses où il y avait des problèmes de déontologie avec les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire, on mette bien en évidence ces problèmes, mais qu'il n'y ait guère de sanctions, puisque moi, je retrouvais en visitant les établissements les mêmes personnes qui auraient dû être sanctionnées. Alors, est-ce que sur ce point, déjà, mais c'est peut-être un peu trop rapide, vous vous êtes forgé une opinion sur le travail du défenseur des droits en matière de contrôle de la déontologie des personnels de surveillance, notamment de la pénitentiaire, et est-ce qu'éventuellement, là aussi, vous pourriez utiliser votre pouvoir d'injonction? Merci, monsieur Bas. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur un point qui a déjà été abordé, celui de l'information. Il me semble que beaucoup des problèmes qui sont examinés par votre institution doivent pouvoir se régler localement. J'apprécie que votre réseau soit constitué et renforcé. J'ai l'impression, toutefois, que l'étendue de vos pouvoirs n'est pas bien connue des administrations de l'État localement. Et donc je voulais vous faire la suggestion, mais peut-être l'avez-vous déjà mise en œuvre, d'intensifier les rencontres avec les préfets, éventuellement de pouvoir vous adresser collectivement à eux, car c'est eux qui détiennent l'autorité nécessaire pour régler les problèmes localement, et ce serait dommage de ne pas profiter de leur investissement dans ce domaine. Merci. Alors, bon, on va répondre à cela d'abord parce que... Et après, on reprend. Non? Alors, M. Richard, Mme Bouchou. Oui, merci, Monsieur le Président. C'était une première fois. On peut aller jusqu'à moins de quart, moins de 10. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. En fait, je voulais simplement abonder dans le sens de mes collègues, et tout particulièrement la dernière intervention, Monsieur le Défenseur des droits, concernant l'information. Non seulement j'ai le sentiment que l'administration de l'État, dans les départements, n'est pas suffisamment informée, effectivement, du périmètre de vos interventions, mais les associations porteuses d'intérêt non plus. J'ai, comme tous les collègues ici, eu à connaître de difficultés par le biais d'associations porteuses d'intérêt qui nous demandent d'intervenir précisément pour faire reconnaître des droits de l'un ou l'autre de leurs ressortissants. Et souvent, je me suis posé la question, comment ces associations, qui pourtant ont pignon sur rue, et qui encore une fois, ont notamment pour vocation de défendre les intérêts de leurs ressortissants, de leurs adhérents dans des domaines d'activité qui sont les leurs, n'ont pas connaissance de vos activités. Est-ce qu'il y a là des relations avec
des associations. Je sais bien que c'est une nébuleuse, des associations notamment locales, mais il y en a quelques-unes qui sont fédérées au niveau national. Est-ce que des contacts sont d'ores et déjà pris entre vous-même, le cas échéant vos délégués sur le terrain et ces associations? Enfin, comment améliorer la situation? Je ne me défausse pas. À chaque fois que je suis naturellement interpellé, j'essaye d'apporter ma contribution, mais encore une fois, je suis persuadé que je le ferai de toute façon largement moins bien que ce que vous pourriez mettre en œuvre, vous. Madame Bouchou, puis après, M. le défenseur répondra. Simplement relayer une demande d'un certain nombre d'associations, notamment celles qui militent concernant la prise en compte de l'orientation sexuelle, qui aimeraient vraiment qu'en région, dans les préfectures et les sous-préfectures, vous refassiez passer la bonne parole, puisque la tendance depuis 2-3 ans est d'éviter les associations, je dirais, qui sont trop interventionnistes, notamment au domaine de revendications concernant les droits. Donc je vous relaye notamment le message de l'association Quasar à Angers, qui aimerait vraiment bien que toutes les associations soient prises en compte dans leur diversité et qui comptent sur vos nouvelles missions pour que les choses avancent. Merci. Merci, monsieur Baudis. Bon, s'il y a des repentis, vous pourrez après... Alors, je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions. Madame Borvo, sur la communication, je partage entièrement votre approche. L'une des difficultés de l'exercice, c'est au-delà du nom magnifique de défenseur des droits, de bien expliquer quelles sont les missions. Faute de quoi, d'ailleurs, on pourrait être submergé de demandes qui ne relèvent pas forcément de nous. Donc la communication, enfin celle qu'on a commencée sur Métrobus et qu'on voudrait développer maintenant plus largement, elle porte sur des cas concrets. Par exemple, l'histoire de deux petites filles qui se trouvaient bloquées dans un pays africain. Leur mère avait perdu les papiers et les passeports et elle ne pouvait pas rentrer à la rentrée scolaire du mois de septembre. La situation était très compliquée sur le plan juridique parce que la mère était née au Congo à l'époque où il était belge, donc l'état civil devait être en belge. Enfin bon, vous pouvez imaginer. On est intervenu pour démêler cette affaire à la satisfaction d'une association très active comme Réseau Éducation sans frontières, que vous connaissez sans doute, et qui nous a publiquement adressé un message en nous remerciant d'avoir permis... Bon, donc voilà, on raconte cette histoire en quelques mots. On raconte celui dont voilà, les 45 PV ont été annulés. On raconte le problème d'une femme qui ne pouvait pas accéder à ses droits à la retraite. On est intervenu, on a pu la rétablir à ses droits. Donc, plutôt que par des définitions juridiques un peu abstraites et générales, on illustre par des cas concrets nos domaines d'intervention. Et puis comme les gens sont toujours sceptiques vis-à-vis des promesses, on illustre avec des résultats. Sur la question de la déontologie de la sécurité, question qui m'a été également posée par plusieurs de vos collègues, c'est le domaine où le nombre de dossiers que nous recevons a le plus augmenté. Pourquoi ? Auparavant, seuls les députés et les sénateurs pouvaient saisir la CNDS. Aujourd'hui, évidemment, je reçois parfois des dossiers transmis par des parlementaires, mais tout citoyen peut saisir le défenseur des droits au titre de sa mission de veille sur la déontologie de la sécurité. Résultat, nous avions une quinzaine de dossiers par mois, nous sommes passés à 50 dossiers par mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 3 fois plus de dérapage et de manquement à la déontologie, ça veut dire que l'accès au droit est plus large, plus facile. On peut être saisi d'ailleurs non seulement par ceux qui sont victimes, mais par les témoins également. Donc voilà, une cinquantaine de dossiers par mois. Des 4 missions, c'est celle dont le volume d'activité a augmenté le plus fortement. Alors on a pris... bon, là, il y a 2 types de dossiers. Il y a des dossiers qui ne relèvent pas de décisions lourdes, mais il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on demande au ministère de l'Intérieur d'engager des poursuites disciplinaires contre des fonctionnaires de police. Depuis mon entrée en fonction, ça a dû m'arriver pour une dizaine de cas. Alors évidemment, comme ce sont des décisions lourdes de conséquences,
à l'occasion de faits qui eux-mêmes ont été lourds de conséquences parce que, voilà, il y a des blessés graves, parfois il y a des décès. Ça fait l'objet d'une instruction longue, contradictoire, dans laquelle on s'efforce à l'impartialité, et ensuite une décision du collège. Et toutes les décisions du collège demandant des poursuites disciplinaires ont été prises à l'unanimité. Voilà, un mot sur la personne à qui j'ai confié le soin d'être mon adjointe sur la déontologie de la sécurité. C'était vraiment le profil, je crois, qui convenait pour cette mission, parce que c'est une femme qui a été avocate pendant 15 ans. Ensuite, elle est devenue magistrat du parquet. Ensuite, dans le cadre de sa mobilité, elle a travaillé pendant 2 ans à la direction générale de la gendarmerie, puis pendant 2 ans à la préfecture de police, puis pendant 2 ans à l'administration pénitentiaire. Et elle est revenue au parquet. Donc finalement, elle connaît toutes les facettes des sujets dont nous traitons. Alors sur la question, est-ce que vous usez des pouvoirs nouveaux qui vous sont donnés par la loi? Oui. Jusqu'à présent, la CNDS voilà, recommandait des poursuites disciplinaires, mais dans 9 cas sur 10, les recommandations n'étaient pas suivies des faits. Les recommandations générales concernant la formation permanente, etc., pouvaient l'être. Sur les mesures individuelles, non. Nous avons maintenant la capacité donc d'injonction. Et si notre demande n'est pas suivie des faits, nous avons, ça c'est le dernier niveau auquel nous pouvons intervenir, la capacité, et je serai probablement amené à recourir bientôt, faute de réponse satisfaisante, de publier un rapport spécial au journal officiel. Par ailleurs, nous avons également, et ça la CNDS ne l'avait pas, nous avons également la capacité, si une personne qui a été victime de manquements à la déontologie de la sécurité, qui a subi des dommages corporels, saisit par exemple une juridiction administrative pour demander des dommages à l'État, on a la capacité de déposer des observations auprès de la juridiction. Et par ailleurs, j'observe que dans beaucoup d'affaires pénales, parce que bien souvent, il y a une procédure au pénal, quand il y a eu un mort, les réquisitions du parquet et le jugement, bien souvent, reprennent les termes qui étaient hier ceux de la CNDS, aujourd'hui du défenseur des droits. Donc, davantage de demandes, davantage de moyens d'action. Une petite difficulté, c'est qu'il faut qu'on gère cette augmentation de la demande. J'ai passé une convention avec l'École nationale de la magistrature de Bordeaux et on accueille, on vient de les recevoir la semaine dernière, des stagiaires qui sont à l'École nationale de la magistrature, mais qui ont été recrutés sur titre et qui auparavant étaient avocats. Alors les élèves de l'ENM doivent obligatoirement passer 6 mois chez un avocat dans le cadre de leur formation, mais évidemment ceux qui étaient avocats auparavant, ça ne présente aucun intérêt, et donc le directeur de l'école nous envoie des stagiaires qui permettent de renforcer notre pôle déontologie de la sécurité. Monsieur Kaltenbach, sur la question des discriminations, alors je vous signale, on peut la trouver sur notre site, que nous avons, en poursuivant ce que faisait la HALE d'ailleurs, nous avons fait une enquête cette année avec l'Organisation internationale du travail sur la question des discriminations dans le monde du travail, avec 2 échantillons égaux, emploi public, emploi privé, et avec certains focus particuliers, en particulier Mme Beauchou sur la question LGBT et les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Donc il y a ce travail d'observation qui est intéressant à rapprocher des enquêtes précédentes, puisque la HALE l'avait fait pendant 4 années. Là, c'était donc la cinquième édition. Ce que vous avez évoqué sur l'analyse patronymique des effectifs d'une entreprise, en fait, c'est une procédure à laquelle la HALE a eu recours. Dans une affaire qui vient de connaître récemment sa conclusion définitive, avec une condamnation de l'entreprise d'ailleurs, et une entreprise que je connais bien puisqu'il s'agit d'Airbus, qui a été condamnée pour discrimination pour raison d'origine, à la suite d'une plainte déposée par un ouvrier qui avait été
pendant plusieurs mois sur un poste, puis il va y avoir un recrutement sur ce même poste. Il n'a pas été recruté, c'est une personne d'une qualification beaucoup plus élevée qui a été recrutée. Donc il avait saisi la justice, il avait saisi la halle. Airbus a été condamné en appel et en cassation. Et alors, la décision de la Cour de cassation est d'autant plus importante que la HALD, à l'époque, avait utilisé une méthode qu'on pouvait qualifier d'hasardeuse sur le plan juridique. Elle avait fait une analyse patronymique des effectifs, qui faisait apparaître qu'il n'y avait quasiment pas de personnes dont les noms étaient à consonance du Maghreb. Voilà. Alors, il y a beaucoup de diversité dans l'entreprise Airbus, je la connais, il y a beaucoup d'Anglais, d'Espagnols, d'Italiens, beaucoup d'Européens, mais voilà, pas beaucoup de Maghrébins. Et la Cour de cassation a validé le jugement, enfin l'arrêt de la Cour d'appel, c'est-à-dire a validé cette méthode. Bon, cela dit, là, on va avoir maintenant, ce dont je parlais tout à l'heure, cet outil élaboré avec la CNIL, donc là on sera sur un terrain juridique absolument incontestable, pour pouvoir mesurer la diversité dans l'entreprise. Ce sera un outil pour les responsables qui veulent avoir une politique de recrutement plus inclusive. Sur le logement, il y a beaucoup d'actions de promotion des droits qui avaient été faites par la HALD, mais il y a toujours des combats à livrer. Je vous raconte cette histoire, par exemple, elle est toute récente. On avait été saisi par 3 personnes handicapées, de différentes régions de France d'ailleurs, pour la même raison. Elles voulaient louer un appartement ou un studio. Elles s'étaient adressées au réseau Foncia, qui est le premier réseau en Europe. Et la location leur avait été refusée au motif que dans leur dossier de ressources figurait l'allocation adulte handicapé. On avait interrogé l'entreprise en disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Réponse de l'entreprise « mais oui, bien sûr, puisque l'allocation adulte handicapé n'est pas saisissable, est une ressource non saisissable, donc on estime que le locataire n'offre pas les garanties suffisantes. » Mais vous imaginez, si tous les opérateurs du marché immobilier locatif adoptent la même règle, et si le plus gros le fait, pourquoi les autres ne le feraient-ils pas? Ça veut dire qu'une personne handicapée ne peut plus accéder au logement locatif. Et puis si on prend les ressources non saisissables, les pensions alimentaires ne sont pas saisissables. Donc à ce moment-là, femme qui dispose d'une pension alimentaire ne peut plus louer non plus. Bon. Donc on a adopté une recommandation demandant à Foncia de donner des instructions à tout son réseau pour mettre fin à ce dispositif discriminatoire, ce que Foncia a fait immédiatement. Si on était allé en justice, ça aurait quand même pris 2 ans. Là, on a pu régler le problème rapidement. La question, M. Ménard, du conciliateur, c'est vous qui avez... effectivement, le conciliateur, il fait de la médiation entre personnes privées. Si on veut comparer à... Bon, nous, on est dans la médiation avec les administrations et les services publics, ce qui veut dire, par exemple, alors ça ne veut pas dire que ça ne se chevauche pas dans la réalité, hein, mais par exemple, si une personne vient nous voir nous disant vous êtes le délégué du défenseur des droits, j'ai un droit au repos comme tout le monde, et le chien de mon voisin aboie toute la nuit, s'il vient voir le délégué du défenseur des droits, on ne peut rien faire pour lui, sauf lui conseiller d'aller voir le conciliateur de justice. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours clair dans l'esprit des gens. Les délégués en prison, alors bon, il arrive qu'à un moment donné, il peut y avoir un vide pendant une petite période, parce que le problème de nos délégués, ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nouveaux retraités, de jeunes retraités, mais au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà, ils commencent à 64, 65, arrivés à 70 ans, ils ont moins envie de continuer. Il y en a qui vont beaucoup plus loin d'ailleurs, mais il arrive que certains s'arrêtent. Et il faut parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois pour trouver la bonne personne pour prendre le relais. Mais enfin, d'une façon générale, moi en prison... Alors, ils ne font pas du tout le même travail que le contrôleur général. Le contrôleur, il fait du contrôle. Eux, ils font de la médiation. Voilà, par exemple, l'autre jour, à la prison de Poissy, je trouvais un délégué, un jeune retraité qui venait du privé d'ailleurs. Il me disait, il y a parfois des détenus qui sont des gens qui ne viennent pas nous parler de leur propre cas personnel, mais qui parlent d'un problème général. Par exemple, à la prison de Poissy, il y avait des cellules où la température était à peine supportable, extrêmement chaud,
et d'autres où il faisait très froid. Bon, c'est des problèmes de chauffage central, c'est un vieux bâtiment. Voilà, et un détenu est allé voir le délégué, lui a parlé de ça. Bon, ils s'étaient déjà plaints, les détenus. Mais là, c'est le délégué qui est allé voir le directeur de la prison, ils se sont mis autour d'une table, ils ont fait faire un devis, et il y avait 50 000 euros d'investissement à faire pour moderniser les systèmes de chauffage central. Voilà. Voilà, si vous voulez, le type d'affaires dans lesquelles ils peuvent intervenir très, très utilement. Mais évidemment, ils sont dans une autre posture que le contrôleur général. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on peut se trouver dans une autre posture. Et ce que j'ai dit, c'est que nos délégués qui vont en prison ne doivent pas s'occuper des questions de déontologie des services de sécurité. Parce qu'ils ne peuvent pas être un jour en position de médiateur entre un détenu et l'administration pénitentiaire, et le lendemain, revenir en disant je veux auditionner tel gardien qui s'est peut-être mal conduit vis-à-vis de tel détenu. Et donc, pour les questions de déontologie de la sécurité en milieu pénitentiaire, on utilise d'autres personnes que nos délégués. Monsieur Baz, oui, ce travail, j'ai commencé à le faire. J'avais demandé au ministre de l'Intérieur d'être convié à une conférence des préfets, là, comme il y en a tous les mois et demi environ. Enfin, voilà. Nous sommes allés quand, au mois de décembre, hein, au mois de décembre, donc il y avait l'ensemble des préfets, je leur ai expliqué en 10 minutes. Mais bon, voilà, après, il faut que ça descende, il faut que ça s'imprime bien dans l'esprit de tout le monde. Voilà, ce que je retire de cette rencontre avec vous, j'en étais conscient, mais je vois que c'est une nécessité, et vous m'y encouragez, c'est d'intensifier l'effort de communication, aussi bien en direction du public, en direction des administrations. Puis, Monsieur Richard, vous avez parlé des associations. Alors, bon, avec les associations, je le fais beaucoup. Je passe à peu près la moitié de mon temps à recevoir les grandes associations, l'UNIOPS, Amnesty International, ATD Carmonde, la CIMAD, la Croix-Rouge, bon, dans les associations, les luttes contre les discriminations, l'ICRA, bon, la liste est interminable. Après aussi, il faut que ça, voilà, il faut que ça diffuse, il faut que ça descende dans les unions départementales. Bon, là, je vais rentrer dans une phase de rencontre avec les grandes centrales syndicales. J'ai rencontré le mois dernier tous les syndicats de police. Bon, j'y passe à peu près la moitié de mon temps. Mais c'est vrai qu'après, ça passe pas forcément bien en région. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je me déplace régulièrement. Au moins un jour par semaine, je vais dans une région ou dans une autre. J'étais en Pays de Loire au mois de vendredi dernier pour signer une convention avec le président du conseil régional. En région, ça me permet de réunir nos délégués, qui sont une quinzaine environ par région, de parler un petit peu à la presse régionale, de voir les élus locaux, les collectivités locales qui le souhaitent, voilà, éventuellement de rencontrer le procureur de la République, enfin voilà, de se faire connaître. Voilà. Bon, je ne voulais pas non plus le faire de manière trop tapageuse au début, parce que voilà, on se le fait reprocher aussi. Mais je crois que voilà, maintenant qu'on est bien organisé, le moment est venu de se faire mieux connaître. Merci. Madame, pour LGBT, bon, je vous ai répondu incidemment à propos du baromètre des discriminations emploi. On fait un gros travail en direction de ce réseau. D'ailleurs, on a un comité que j'ai réuni cette semaine, ce qu'on appelle un comité d'entente, qui avait été créé à l'époque de la HALD, où 2 fois par an, on a une réunion avec les principales associations. On se donne 2 ou 3 objectifs. On avait créé un groupe de travail sur LGBT et emploi. Là, on vient de décider la semaine dernière de monter un groupe de travail sur les questions très complexes transgenres. Bon, j'ai été amené, je le rappelais tout à l'heure, à préconiser qu'on mette fin à la discrimination des homosexuels hommes sur le don du sang. J'avais également appuyé une demande, un projet de réforme, enfin bon, qui a évidemment des incidences financières considérables, qui est la pension de reversion pour les personnes pacsées. On travaille beaucoup avec le ministère de la fonction publique pour que dans l'administration,
il y a une pratique unique concernant les jours de congé à l'occasion d'un PACS. Il y a des administrations qui donnent 2 jours de congé à l'occasion du PACS comme à l'occasion du mariage, d'autres ne le font pas, donc on essaye d'avoir un régime unique. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine et on y travaille en relation étroite avec les associations concernées. Merci. En attendant que vous ayez peut-être d'autres questions, je voudrais en poser une au moins. Est-ce que vous avez eu le temps d'avoir déjà des relations avec vos collègues étrangers, au moins européens? Oui. Voilà. Oui. Et puis après, si vous avez encore... ne partez pas tous parce que M. Costa arrivera à 11h. Oui, j'ai eu des relations avec mes homologues dans différents cadres. Bon, il y a des cadres, je dirais, institutionnels qui sont ceux soit de l'Union européenne, soit du Conseil de l'Europe. Alors, dans les autres pays européens, Union ou Conseil, les organisations sont très variables. Il y a parfois, comme en France maintenant, comme en Espagne, où il y a un défenseur du peuple, en France un défenseur des droits, avec des compétences larges. Il y a d'autres pays où on est au contraire sur du sectoriel, mais qui n'est pas toujours le même. Parfois, il y a une institution spécifique pour l'égalité homme-femme, qui est distincte de l'institution de lutte contre les discriminations. Bref, dans chaque pays, il y a une architecture. Simplement, bon, ben, on rencontre tous ces acteurs dans différents réseaux. Alors, en dehors de ces 2 réseaux, Union européenne et Conseil de l'Europe, il y a le réseau francophone, avec une quarantaine d'ombudsman et de médiateurs. Là, je pense qu'on a un rôle important à jouer, puisqu'on voit dans beaucoup de pays d'Afrique francophone la mise en place d'institutions d'accès au droit, de médiation. Évidemment, ce sont des institutions récentes, il faut qu'elles arrivent à gagner leur indépendance vis-à-vis du pouvoir, et le fait d'appartenir à un réseau et de pouvoir s'adosser en quelque sorte aux défenseurs des droits en France, ou à mon homologue luxembourgeois ou belge, voilà, ça donne de la force à ces nouveaux médiateurs ou ombudsman qui sont parfois dans des situations très, très difficiles. Ben, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, au Togo, mon homologue a dû quitter le pays précipitamment parce qu'il avait, à la demande d'une juridiction, établi un rapport sur des faits de torture dont avaient été victimes des prisonniers qui ont été condamnés dans le cas... Ils s'étaient livrés à un complot contre la sécurité de l'État, mais ils avaient été torturés. Et pendant le procès, ils ont fait état de ces tortures. La juridiction a confié aux défenseurs des droits de l'homme le soin d'enquêter sur ces tortures. Il s'est avéré qu'elles avaient bien eu lieu. Et le président du Togo lui a imposé un autre rapport que celui qu'il avait fait lui-même, concluant qu'il n'y avait pas eu d'abus. Et donc, pour publier son rapport, ben, il a été obligé de quitter le Togo avec son rapport sous le bras. Il l'a rendu public une fois arrivé à Paris. Et maintenant, il ne peut plus rentrer chez lui. Enfin, si, on lui dit qu'il peut rentrer, mais il n'est pas sûr de pouvoir. Bon, voilà. Donc, il y a ce réseau francophone qui est important. Il y a un autre réseau, alors qui est tout à fait en sommeil, mais qui aura son utilité, c'est le réseau des ombudsman et médiateurs de la Méditerranée. Bon, alors évidemment, il n'y a personne en Syrie. En Égypte, ils n'ont pas renouvelé les instances qui datent de l'époque Moubarak et donc qui sont considérées comme illégitimes. En Algérie, je crois qu'il n'y en a pas. Il y a quelqu'un au Maroc. Voilà, je crois que quand les situations se seront décantées autour de la Méditerranée, ce sera un réseau dans lequel on pourra jouer un rôle utile. Merci. Une toute petite question avant de donner la parole à M. Hérisson. Est-ce que le nouveau défenseur des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, il s'appelle comme ça, le nouveau commissaire, qui a été élu au mois de janvier dernier, a pris contact avec vous? Non, je ne l'ai pas vu encore. On a eu des échanges épistolaires. Je dois le rencontrer bientôt. Je suis allé à Strasbourg, mais il n'était pas là ce jour-là pour rencontrer Sir Brazza, là, le nouveau président de la CEDH. Et je verrai prochainement le nouveau commissaire qui a succédé à M. Hammersberg. Monsieur Hérisson. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Défenseur des droits, nous avons eu l'occasion, il y a quelque temps, de nous rencontrer
sur la problématique et sur la présence des gens du voyage en France. Je préside actuellement la Commission nationale consultative des gens du voyage, qui n'est pas, j'allais dire, tout à fait adaptée à ce qui, ou tout le moins pas le mieux adapté aux problématiques des gens du voyage, qui pour l'essentiel, au bout de quelques années, je peux le dire, se résument à des problèmes de médiation plus que des problèmes de réflexion. Je suis actuellement en train de rédiger, comme parlementaire, une proposition de loi, je ne suis pas le seul d'ailleurs, d'évolution et d'adaptation de la loi Besson de 2000 et d'un certain nombre de dispositions qui émanent du rapport pour lequel j'avais été nommé par le Premier ministre, qui s'appelle vers un statut proche du droit commun. Le proche m'a d'ailleurs été reproché par certaines associations, mais il n'empêche que leur spécificité, ne serait-ce que par leur mode de vie itinérante, pose le problème. Actuellement, je suis questionné dans le cadre d'un rapport pour la Cour des comptes en disant comment faut-il faire évoluer cette commission. Donc mon intervention a aussi pour but de dire qu'il me semble que le défenseur des droits ou tout du moins la Commission pourrait évoluer en direction d'une intégration et d'une prise en considération par vous sur le travail essentiel qui consiste en permanence à essayer de trouver les médiations nécessaires à leur intégration sur le territoire compte tenu de leur mode de vie et en permanence d'être en quelque sorte un peu l'arbitre entre les collectivités locales qui, de par la loi, ont la responsabilité des aires d'accueil, et puis une autre problématique qui est mi-culturelle, mi-culturelle, qui consiste, au moins pour toute une période de l'année, à des déplacements en nombre sur le territoire, qui sont un véritable cauchemar pour certains, un traumatisme pour d'autres, et il me semble que vous pourriez, j'allais dire, mettre en perspective le rôle que peut jouer le défenseur des droits dans cette problématique. D'autant que, plus particulièrement en France que dans les autres pays de l'Union européenne, l'amalgame est plus fort chez nous avec les populations roms qui viennent et qui utilisent le mode de vie des gens du voyage français pour l'essentiel, et cet amalgame où on rejette tout en bloc, alors que si on veut bien prendre en considération d'un côté un problème d'immigration, de l'autre côté un problème de mode de vie itinérante sur notre territoire, ce sont véritablement deux problématiques différentes qui touchent à l'insertion sociale, à la scolarisation, à la recherche d'emploi, à la formation professionnelle, etc., etc. Donc mon appel, c'est plus, j'attends pas de réponse là-dessus, mais l'appel c'est de dire il faudrait vraiment qu'il y ait quelque part quelqu'un ou une personne spécialisée chez vous, dans votre organisation, pour prendre en compte cette problématique des gens du voyage en France. Monsieur le sénateur Hérisson, bon, je sais, et tout le monde sait dans notre institution, le travail remarquable que vous faites à la tête de la commission. Oui, mais qui... Voilà, pour faire simple. Ben, merci de m'aider en tout cas. Et on a été amené d'ailleurs à travailler, à réfléchir ensemble sur des propositions de réforme que le défenseur des droits a présentées, sur des choses très, très simples d'ailleurs, mais qui effectivement sont discriminatoires. Par exemple, un citoyen français, Jean du voyage, ne peut s'inscrire sur une liste électorale que s'il réside dans une même commune depuis 3 ans. Alors que le droit commun qui s'applique à chacun, c'est 6 mois. C'est quand même assez paradoxal de demander à des gens qui sont des citoyens français de plein droit, qui sont gens du voyage, de dire ah ben, comme vous êtes gens du voyage, donc vous serez obligé de rester 3 ans dans la même commune au lieu de 6 mois. Un peu singulier. Donc on a demandé un alignement sur le régime général. Récemment également, et c'était des élus locaux qui me l'avaient signalé, on a attiré l'attention du ministère de l'Intérieur et des maires sur des panneaux d'interdiction de stationnement qui sont libellés d'une façon clairement discriminatoire. Stationnement interdit aux gens du voyage. Bon. On peut utiliser d'autres termes, on peut dire aux résidences mobiles, les gens du voyage,
Et donc voilà, le petit garçon qui va à l'école chaque matin et qui passe devant le panneau interdit aux gens du voyage, après lui expliquer qu'il ne faut pas discriminer, c'est pas bon. Donc il y a une circulaire, m'avez-vous dit, du ministère de l'Intérieur, voilà, attirant l'attention des communes en leur demandant d'utiliser une autre signalétique, enfin un autre libellé. Nous avons également demandé l'extension de la trêve hivernale. Des personnes qui se trouvent sur un terrain, qu'on ne leur coupe pas l'électricité et l'eau, de même que des personnes qui sont dans un logement sédentaire pendant la période de l'hiver. Ensuite, monsieur le sénateur, quand vous dites qu'il faut vous mettre en position de médiation entre les gens du voyage et les collectivités locales pour qu'il y ait une politique d'accueil plus ouverte, générale, avec les aires de stationnement pour les grands passages. Si je pouvais y arriver, je m'y mettrais immédiatement. J'ai pas la légitimité pour cela, parce qu'il ne s'agit pas de régler le problème d'une personne avec une administration. C'est un problème de politique générale. Vous savez bien, vous le savez mieux que moi, parce que vous avez travaillé de près sur ces questions-là. Moi, je le savais comme maire. Il y a des lois qui prévoient que les communes, au-delà d'un certain seuil d'habitants, doivent avoir une aire de stationnement. On sait très bien que l'immense majorité des communes ne remplit pas cette obligation. Les moyens de rétorsion pour utiliser le préfet en général ne sont pas utilisés. Voilà, on connaît cette situation depuis 15 ans. Je ne crois pas, malheureusement, être en mesure. Je peux peut-être contribuer, mais je ne peux pas tout seul arriver à redresser cette situation qui, effectivement, est loin d'être satisfaisante. Mais je lirai le rapport de la Cour des comptes, là où donc la Commission fait le travail du défenseur des droits, et le défenseur des droits celui de la Commission, c'est ça? C'est pas écrit aussi clairement, monsieur le défenseur des droits, mais ça veut dire aussi qu'il met en quelque sorte, mais avec la nuance qui convient, reprocher d'utiliser la présidence pour faire mon travail de sénateur et inversement, alors que je suis convaincu que d'abord, nous sommes dans une situation où il n'y a absolument plus de budget et que j'assume avec mes collaborateurs, mes collaboratrices parlementaires, la totalité du fonctionnement de la Commission. Bon, donc là-dessus, au moins, je n'ai pas de souci avec la Cour des comptes sur des problèmes budgétaires. N'ayant pas de budget, je ne suis pas ennuyé avec ça. Donc ça va déjà bien. Par contre, c'est devenu une tribune, hélas, en fonction des sensibilités des uns et des autres, un peu trop politique, ce qui fait que les représentants des ministères, du coup, ne disent plus rien du tout et elle crée un certain nombre de difficultés de fonctionnement de la Commission. Merci, Monsieur Hérisson. Donc je crois qu'on va en rester là. Il nous reste à votre nom à tous à remercier le défenseur des droits pour sa grande disponibilité, pour la précision de ses réponses, car je crois que vous avez eu droit à des réponses assez précises et développées. Et également, j'allais dire, pour la transparence dont vous avez fait preuve vis-à-vis des parlementaires, c'est normal, mais ça n'est pas toujours. Voilà. Donc, je vous remercie également. Voilà, c'est la fin de cette audition de la Commission des lois. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires, c'est cet après-midi. À partir de 17 h, vous pourrez suivre en direct l'audition du juge Trévidic par la Commission d'application des lois. Très belle journée à tous.